Et je trouvais l'optimisme peut-être une ressource beaucoup plus créative, beaucoup plus constructive, en l'occurrence, que la seule critique exacerbée de la société de bobos qui en plus prenaient l'avion pendant les vacances en fait. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 119 et aujourd'hui, j'interviewe Catherine Testa. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femmes ambitieuses est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Je vous souhaite à toutes et à tous, car je sais que des hommes m'écoutent aussi, une très très belle année 2021. Une année de gratitude, de joie, de vie au présent. Et une année à faire des projets et apprécier le chemin pour les réaliser. Pour vous aider à démarrer l'année motivée et organisée, j'ai créé une masterclass rien que pour vous. Leader organisé, comment planifier votre année ? Rendez-vous le mercredi 13 janvier de 12h30 à 13h30. Cette masterclass est en ligne et elle est gratuite. Ma façon de planifier, de prioriser et de voir à court, moyen et long terme a beaucoup évolué en 2020. D'une part, la situation nous a demandé à tous une grande adaptabilité et d'autre part, mon niveau de perfectionnisme baisse avec le temps et la pratique du coaching. Je veux vous faire profiter de ces développements pour faire de votre année 2021 un moment d'ancrage, de kiff et de réalisation sans précipitation. Quand je vous écoute, j'entends que vous voulez vivre vos ambitions et aussi gagner en sérénité et en légèreté. Et cela vous semble parfois incompatible. Dans votre esprit et dans la société, l'ambition suppose beaucoup de travail et la sérénité de moins travailler. Ce n'est pas aussi simple que cela et je vous partage dans la masterclass pourquoi ce n'est pas tout à fait le cas et quelle méthode adopter pour faire de 2021 une année de construction et de sérénité. Vous ressortirez de la masterclass boostée et prête à l'action. Pour vous inscrire, c'est simple, rendez-vous sur le lien dans les notes de cet épisode ou directement sur mon site jennychamas.com/masterclass. J'ai découvert Catherine Testa sur Instagram à travers ses posts ultra optimistes et pleins de sens. Quelques années plus tard, grâce à des faits, la voilà au micro de Femmes ambitieuses. Elle parle avec peps et intelligence de l'optimisme.com, de physique quantique, de haut potentiel, de mission ou de pas de pourquoi, de leadership et d'impact. Encore une heure de sourire collé à mes lèvres, une rencontre qui, j'espère, vous fera autant de bien qu'elle m'en a fait. Sans plus attendre, je laisse place à la très talentueuse Catherine Testa. Bonjour Catherine. Bonjour Jenny, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de t'interviewer aujourd'hui. Tu sais que je suis l'une de tes fidèles lectrices de tous les messages d'optimisme que tu passes sur les réseaux sociaux, qui sont toujours d'une grande sagesse et moi je trouve d'une grande évidence. Je les adore et donc je suis ravie de t'avoir ici avec nous. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es Catherine Testa. Et tu vas me dire si tout ce que je vais dire là est vrai ou pas. Tu auras le droit de corriger. Tu as fondé le premier site d'initiative positive en France, l'optimisme.com, qui est aujourd'hui suivi par plus d'1 million de lecteurs. Une très, très belle réussite, ça fait plaisir. Tu fais partie du collectif des 100 barbares. Et je serais super curieuse d'en savoir plus. Tu es une conférencière qui est très demandée sur le sujet du bien-être en entreprise et je pense de l'optimisme aussi en général. Et tu fais partie des personnalités les plus influentes en France selon LinkedIn, donc ce n'est pas rien. Tu es également auteur ou autrice de Oser l'optimisme et Oser être soi, même au travail. C'est tout juste et je tiens à dire que tu as beaucoup de fans dans mon équipe qui écoutent tes podcasts. Donc voilà, c'est dans les deux sens.
Très cool. Alors écoute, j'aime toujours commencer cette interview par revenir un petit peu en arrière et rembobiner. Et moi, je me demande, quelle petite fille tu étais et quel rêve t'avais? Et est-ce que tu rêvais de cet impact sur l'optimisme et sur le monde? Oula, pas du tout. Pas du tout. J'étais plutôt une enfant introvertie. Je crois que j'ai toujours fait preuve de résilience. Donc, je suis plutôt, je m'adapte bien. Tu me mets quelque part. J'ai plutôt une capacité d'adaptation, un enclin naturel à m'enthousiasmer, en l'occurrence. Enfant, c'est seulement récemment. Tu sais, souvent, on se dit, on se pose la question à quoi je rêvais enfant. Et moi, j'avais pas de rêve. Je rêvais pas de devenir véto ou de devenir, je sais pas, médecin ou pompière, pas du tout. Mais je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, quand j'étais en CE1, j'avais créé un journal. Tu sais, le journal de l'école de la cour de récré de primaire, de l'école de Florence, du coup, que je vendais. Je me rappelle, moi, je viens de la génération où c'était 5 francs. Et je me rappelle encore dessiner des grilles de mots croisés. Enfin, je veux dire, ça devait être ni fait ni à faire. Mais finalement, j'avais peut-être déjà cette envie de partager. Et je me rappelle que je racontais ce qui se passait dans l'école déjà. Donc, finalement, Génial. À toutes les échelles de ma vie, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas compris à l'époque parce que je ne suis pas du tout partie là-dedans et on en reparlera peut-être. Mais je crois que je choyais déjà cette envie de partager et de communiquer sur ce que je voyais. Et alors du coup, si on prend de la petite fille qui fait les mots fléchés sur le journal de l'école à aujourd'hui, Catherine Testa, raconte-moi un peu ce chemin. Le chemin de la norme, en fait, tu sais, de suivre un peu des schémas tout tracés, bac S, ça commence par l'allemand-latin, bac S, mention maths, j'ai tout coché, évidemment, je suis fan d'Andalousie, j'ai des problèmes avec les chiffres, je suis plus ou moins dyslexique, donc tu as tout, parfaitement non choisi, on va quand même le dire. Mais on m'avait dit qu'il fallait faire ça. Et puis, comme je suis pas trop dans l'esprit de contradiction, enfin, à l'époque, en l'occurrence, moi, j'ai suivi tout ça. Bon an, mal an, mais toujours avec des passions en parallèle. C'est-à-dire que j'avais pas une passion, par exemple la guitare qui m'a suivi toute ma vie ou le piano qui me suit quelqu'un toute sa vie, mais j'avais régulièrement des centres d'intérêt que j'allais défricher, mais jusqu'au bout avant d'en changer, en l'occurrence. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de vie en parallèle de mes cours où là où j'excellais, c'était probablement à jouer au tarot. Et comme j'étais pas une mauvaise élève en soi, bon an, ballon, tout allait bien. Puis je me suis dirigée vers la chimie physique. La question, c'est le pourquoi du comment, sachant que je suis hyper maladroite. Sauf qu'au bout de 3 ans, outre le fait que je sois passionnée par la physique quantique depuis cette époque-là, je me suis dit que j'allais faire exploser un labo, parce que je suis vraiment très maladroite. Mais pour dire à quel point nos parcours de vie, parfois, n'ont aucun sens. Vraiment, parce que moi, 3 molécules d'une substance ou 50, c'est pareil dans ma vision des choses. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et de fait, donc par contre, au bout de 3 ans, j'ai réfléchi à un sujet, c'était le développement durable. Et c'est là que probablement a commencé cette notion d'impact, mais c'était en 2006, 2007, et le développement durable à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. C'était ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout. C'était au moment du premier Grenelle de l'environnement, donc pour ceux qui s'en rappellent. Bon, c'était pas mainstream comme aujourd'hui et c'était pas aussi cool. Il fallait vraiment avoir fait des études scientifiques en fait à la base. Donc c'est pour ça que la chimie des matériaux, les fonctionnements du gaz, les enjeux CO2 et autres, tout ça je comprends parce que c'est ma formation. Et je voulais faire de l'environnement pas parce que j'étais écolo. En l'occurrence, j'avais aucune velléité écologique, mais c'était du pur bon sens. C'était me dire qu'il fallait prendre une entreprise dans son périmètre global, en l'occurrence, avec l'environnement, avec les salariés et avec la société et l'ensemble des parties prenantes. C'était pour moi un raisonnement, mais tellement logique que je ne comprenais pas que les autres ne l'aient pas, en l'occurrence. Et c'est mes premières années, ça a été dans le domaine du développement durable. Et il y avait tout à créer à l'époque. J'avais créé, pour un boss à l'époque, le premier réseau des directeurs du développement durable en France. Génial. C'était en 2000, en 2007, donc ça remonte. D'accord. Ok. Donc développement durable. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à faire évoluer tout ça?
Alors, plusieurs clés. À un moment donné, le développement durable, je me suis demandé, mais pourquoi tout le monde s'en fout? Voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était marketing, en fait, en me disant, bah, normalement, il faudrait rendre le développement durable sexy aux yeux des gens. Donc j'ai un peu basculé dans le domaine du marketing. J'ai vécu aussi, disons-le, comment ça s'appelle, aux États-Unis, en Espagne, au Portugal. Donc, avec une sorte d'ouverture d'esprit, je me disais, il y a quand même un truc en France. On est quand même on n'est pas très bon en innovation. Enfin, je ne vais pas dire ça parce que c'est pas qu'on n'est pas bon en innovation, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas ce goût de l'innovation, ce goût du projet, ce goût d'essayer. En l'occurrence, notre système éducatif nous l'apprend pas tout simplement. Et très vite, j'ai compris que, alors plusieurs choses, que finalement qu'il fallait rendre abordables des sujets qui paraissaient, pour parler un peu vulgairement, chiants aux yeux du grand public. Le développement durable, quand tu commences à parler d'équations mathématiques, de tonnes de CO2, ça y est, tu as perdu tout le monde, quoi. Et je pensais qu'il fallait redonner, mettre en avant ceux qui agissaient pour donner aux autres l'envie d'agir et aller réexpliquer que nos raisonnements qui sont très silotés aujourd'hui, tu sais, le monde tout est siloté, la recherche et dès l'éducation, soit tu fais de la recherche dans le public, soit dans le privé, soit tu es scientifique, soit tu es littéraire, enfin tu vois, tout ce monde segmenté. Et en fait, dans ma tête, tout était vraiment, j'avais une vision très holistique des choses. En fait, tout était relié, l'éducation, l'environnement, l'entreprise, le salarié. Ouais. Et en fait, l'optimisme, c'était créer un site qui mette en avant les initiatives positives, c'était pouvoir re-questionner tous ces sujets et me dire, est-ce que je suis la seule à me poser des questions ou pas? Et s'il y a plus d'1 million de lecteurs aujourd'hui, visiblement, c'est que tu n'es pas la seule. C'est que je ne suis pas la seule. Et c'est vrai que c'est très marrant parce que quand je parlais de l'optimisme dans mes anciens réseaux, en l'occurrence, donc plutôt des ingénieurs, plutôt des gens très terre à terre, à chaque fois que je leur parlais d'optimisme, ils me disaient pauvre Catherine, l'optimisme, c'est pas ça qui va nous faire avancer, c'est dangereux. Il y a beaucoup d'intellectualisme, en fait. Et puis, disons-le, je suis plutôt une intello, mes copains, c'est plutôt des intellos. Mais en fait, simplicité ne veut pas dire simplisme, mais optimisme ne veut pas dire naïveté. Et c'était ça, mon enjeu, c'était de dire aux gens, non mais attendez, moi, les mecs, je comprends, vous êtes collapsologues. Mes potes sont des collapsologues, persuadés que tout va s'effondrer. J'ai dit, ok, super, et maintenant on fait quoi à part alarmer les gens, en fait? Et je trouvais l'optimisme peut-être une ressource beaucoup plus créative, beaucoup plus constructive, en l'occurrence, que la seule critique exacerbée de la société de bobos qui en plus prenaient l'avion pendant les vacances, en fait. Ouais. Donc j'ai beaucoup plu. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, on va parler sous le volet de l'optimisme, comme chapeau et comme levier, et à quoi pourrait ressembler une société un peu plus chouette, en fait, des utopies. On n'ose plus se créer des utopies, en fait, et on vit dans une ère de dystopie, donc des scénarios catastrophes. Autant dire que les scénarios catastrophes, c'est hyper facile à imaginer. L'optimisme est un exercice intellectuel beaucoup plus difficile. Et puis c'est une façon finalement de présenter des solutions aussi. Et exactement, et de montrer, mais un peu comme ce que tu fais dans tes podcasts, d'outiller les gens et de leur montrer ensuite que d'autres ont réussi, en fait, sans se mettre de barrière, en se disant, mais on peut changer les choses. Une norme, le centre de gravité d'une norme peut être déplacé. Une norme n'est jamais établie que par des collectifs. Et un collectif, que ce soit dans une entreprise où tout d'un coup on se dit qu'on va mettre de la bienveillance, de la qualité de vie au travail et que ça va être la colonne vertébrale de l'entreprise, que ce soit la personne qui a envie de devenir artiste et que tout le monde juge, mais en même temps il suffit qu'elle soit entourée d'autres artistes et plus personne ne va la juger. Et en fait, tu vois, toutes ces poids des normes, de les réfléchir et au bout d'un moment, quand on me disait que j'étais bien naïve en 2017, en 2016, on n'osait pas trop me le dire parce que comme ils voyaient de là où je venais, ils se disaient bon, elle a quand même des neurones qui crament pas trop, mais maintenant ils comprennent pourquoi je parle d'optimisme, en fait. Et en 2016 ils comprenaient pas, en fait, mais moi c'est parce que je voyais bien vers quoi on allait vers une société où on ne réfléchissait plus au sens de l'innovation, en fait. Mais je pense que ce que tu fais comme travail est vraiment fondamental. Je t'entendais parler, j'ai regardé un peu tes vidéos avant cette interview, et je t'entendais parler de l'importance de choisir ces sources d'informations et d'aller chercher les nouvelles qui sont optimistes, qui sont constructives, qui sont positives, parce qu'elles existent
tout autant que les autres, simplement, assez naturellement, selon sur quoi on clique, on va avoir un algorithme qui définit si on nous propose des news déprimantes ou tout ce qui est créatif, constructif, qui permet de construire la société de demain. Et c'est marrant parce que ça renvoie pas mal à un des enseignements que j'avais donné à mes clientes et mes auditrices au début du confinement, qui était de mettre ce filtre d'invisibilité pour ne surtout pas aller chercher l'info catastrophiste et revenir à soi, en son intérieur, retrouver l'apaisement et puis aller se nourrir de choses qui vont cultiver la créativité, parce que j'ai envie de dire que c'est dans un moment comme celui qu'on vit où on a le plus besoin d'être créatif et de construire. Bien sûr. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis dans cette notion. L'information, elle nous attire. L'information anxiogène, parce qu'on est des mammifères, on est censé connaître les dangers potentiels. C'est ni plus ni moins que notre essence mammifère qui fait qu'on clique là-dessus. On se dit qu'on est un peu voyeur, on a envie d'être les premiers, tu sais, au courant de ce qui arrive. Alors naturellement, on va être happé par l'information, mais qu'est-ce que ça nous envoie comme stimulus que rien ne va? Mais sincèrement, vous allez sur mes profils LinkedIn, vous regardez la liste des gens qui me parlent, c'est tous des gens engagés et dans toutes les entreprises, en fait. C'est-à-dire que c'est partout, il y a des gens incroyables qui essaient de faire changer les choses, de participer, en fait, à la construction d'une société un peu plus chouette, tout simplement. Et c'est vrai qu'on va éduquer un algorithme, en fait, qui va nous dire qu'est-ce qu'on va voir. C'est-à-dire que ce que Jenny voit, c'est différent de ce que Catherine voit, c'est différent de ce que nos auditeurs voient, parce qu'en fonction de nos habitudes de clic, on nous propose le contenu qu'on a envie de voir. Du coup, Internet qui peut nous ouvrir sur le monde et sur un monde incroyable, en fait, sur de la connaissance, sur de l'information, sur la diversité, nous renferme sur notre vision de nous-mêmes. Et donc, éduquez vos clics à aller cliquer sur ce qui vous fait du bien, parce que, comme tu le dis, et très justement, il y a quelque chose qui renvoie à la notion du temps. Pendant le premier confinement, alors ça dépend évidemment de qui, hein, on va pas tout mettre dans une grande marmite, mais on a eu du temps de créer. Et c'est vrai que la créativité, elle vient quand on perd du temps. Quand on perd du temps à aller scroller, à aller lire des interviews qui, à la base, n'ont rien à voir avec le sujet, ça nous permet de faire des transpositions. Par exemple, dans le développement durable, on parle beaucoup du biomimétisme, qui est le fait de prendre le vivant, de s'imprégner de l'organisme vivant pour voir comment on pourrait le dupliquer, en fait, comment il fonctionne, comment les systèmes fonctionnent. Et c'est la même chose. Je veux dire, on peut travailler dans un grand groupe, je ne sais pas, du CAC 40 et perdre du temps à regarder comment fonctionne, je ne sais pas, le criquet, la reproduction du criquet, et avoir peut-être plein d'idées. Mais la réalité, elle est là. C'est que l'artiste, il le sait, ça. L'artiste, il sait qu'il a besoin de travailler sa curiosité. Et pourquoi pas les autres? Et c'est là, ça vient avec le temps et avec probablement ce qu'on évoquait juste avant, le silotage du monde. On se dit, c'est pas pour moi, en l'occurrence. Je veux dire, moi, je travaille à l'AFP, alors il me faut que les informations catastrophes, mais non, il y a plein d'autres choses, en fait. Et alors, je suis curieuse parce que si on rembobine un peu, et en fait, j'ai un milliard de questions à te poser quand je t'entends parler, je me dis, mais il y a tellement de choses qui m'intéressent. Mais tu me disais que tu étais passionnée de physique quantique. Donc moi, ma question, elle est, qu'en est-il de la loi de l'attraction? Est-ce que c'est quelque chose qui te permet, que tu utilises, ou en tout cas que dans justement l'impact que tu peux avoir, est-ce que ça fait partie de tes réflexions? Alors, ça fait partie des lectures que j'ai pu avoir au tout démarrage de mon parcours. C'est un mot qu'on va mettre sur quelque chose de beaucoup plus grand, souvent. On parle de loi de l'attraction, et puis j'ai presque envie de te dire, ceux qui lisent le Coran lisent la même chose, ceux qui lisent la Bible lisent la même chose, ceux qui lisent d'autres textes, de toute confection, ça vient toujours dire la même chose. Même le monde entrepreneurial, tu lis la semaine de 4 heures de Tim Ferriss ou autre, limite, tu as presque l'impression que chacun a choisi son vocabulaire, le courant New Age, plutôt celui du loi de l'attraction, mais la réalité, c'est quelque chose qu'on ressent en l'occurrence, et c'est pour ça que souvent, ça fonctionne quand nos causes nous dépassent. Et cette notion de transcendance d'un sujet, tu appelles ça comme tu veux en l'occurrence, mais tu le vibres tellement que de fait, ça s'attire. Et effectivement, quand on a étudié la physique quantique, de toute façon, tu as des prérequis
qui ont mis à mal, on va dire, tous tes raisonnements logico-mathématiques presque. Enfin, même si c'est des équations mathématiques, je dis plus des équations physiques, je dis pas le contraire. Quand on t'explique que le poids du regard change la réalité, tu commences à te dire, moi je me disais, mais ils ont pété un plomb les mecs, ou bien en fait. Mais effectivement, ça rentre dedans. Et je crois que c'est cette notion, moi je crois beaucoup à l'énergie. En fait, la physique, ça m'a donné cette importance de l'énergie. Et c'est vrai, quand tu rayonnes, tu attires à toi des gens qui rayonnent. Enfin, et quand tu le sens pas, tu le sens pas. C'est comme ça. Et ça vient chercher ce genre de concept. Mais la loi de l'attraction, c'est un tout petit sujet d'un truc encore bien plus immense, en fait, mais qui est une clé presque rationnelle. C'est la plus rationnelle d'un univers. D'accord. D'un univers encore plus grand, mais bien sûr que ça me parle en l'occurrence. Mais c'est une façon de nommer en fait. Et puis chacun le nomme de la façon dont il le souhaite, mais bien sûr que ça me parle. Et alors du coup, en parlant de transcendance, de quelque chose de plus grand que soi, est-ce que tu t'es donné une mission ? Écoute, non. Souvent, ça m'a longtemps taraudé en fait, parce que souvent, on m'a souvent dit, c'est quoi ta mission, c'est quoi ton pourquoi. Enfin, surtout quand t'as Simon Sinek, tu vois, qui sans arrêt te disent la notion du pourquoi, va chercher ton pourquoi. Enfin, et ce qu'on fait probablement beaucoup en coaching aussi. Moi, j'ai toujours été, toujours un peu embêtée parce que je savais. Je l'ai pas encore mon pourquoi. La réalité, et c'est peut-être ça aussi, à un moment donné, accepter de ne pas avoir le pourquoi, parce que finalement, moi, j'ai une sorte de balancier du corps, je ne sais pas comment te le dire, je le sens, je vais de l'avant ou j'y vais pas, tu vois. Et si je commence à me rethéoriser mon pourquoi, en l'occurrence, et tu vois, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah alors c'est diffuser des informations positives pour redonner, pour réoutiller chacun à comment ça s'appelle, à se rendre compte qu'il est puissant, en fait. Tu vois, c'est cette notion peut-être de souveraineté individuelle que j'avais envie d'aller chercher. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah ben non, c'est la solitude. Je me rendais compte en fait que un des sujets de demain, c'est le sentiment de solitude profond, avec sentiment d'impuissance à agir sur son quotidien. Donc, tu vois, il y avait ça qui revenait. Et en fait, la réalité, c'est que je ne sais pas trop. Tu vois, je pense que j'ai une chance, c'est savoir vulgariser. Vulgariser au plus grand nombre. C'est pour ça, moi, j'admire beaucoup les coachs parce que je serais incapable, en fait. Je sais plus, vraiment, vous avez un boulot de dingue parce que moi, ce que je sais faire, c'est juste faire du one-to-many, en fait. Mais le one-to-one, je sais vraiment pas faire. Donc, je sais ce que je ne sais pas faire. J'ai des idées sur ma mission de vie, en l'occurrence, mais j'ai presque envie de te dire que ma mission de vie, moi, elle me tombe dessus, en fait. Et donc, réfléchir au pourquoi, c'est parfois je me dis, c'est peut-être ne pas être assez dans le lâcher-prise en disant qu'il faut que ça pivote. Tu vois, c'est aussi ça, parce qu'il n'est pas clair encore. Et pourtant, j'y réfléchis par tout un tas d'exercices. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait clair, défini, mais on va dire tant que c'est cohérent, tu vois, tant que je sens que ça vibre d'une bonne façon, tu sais, c'est une sorte de battement de cœur, en fait. Tant que c'est cohérent, je continue. Et puis, si je vois que tout d'un coup, c'est pas cohérent, c'est là que je me reposerai en me disant, OK, et là, and then, and what? Quand tu parles de ça, ça me donne le sentiment, peut-être que tu le dirais pas comme ça, mais tu donnes le sentiment d'avancer en fait avec ton intuition et de savoir précisément, parce que ton corps te le dit, parce que l'énergie te le dit, que c'est la prochaine étape, c'est ça? Et ça, c'est vrai que ça a été, que c'est de plus en plus marqué au fil des années, parce que je crois que, et c'est peut-être aussi toutes les femmes qui t'écoutent, elles doivent s'en rendre compte, on se donne de plus en plus la permission de s'auto-écouter. J'ai des signes aussi physiques, c'est-à-dire que maintenant, je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas le dire, mais tu sais, de temps en temps, quand des gens me parlent, ça me fait la chair de poule. Mais ils disent... Je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois, ils disent 3 mots dans une phrase et je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, j'ai la chair de poule. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas, que plus... Alors, c'est peut-être la notion du fait que ça ait marché qui fait que je me suis laissée aller de plus en plus en se disant, OK, je maîtrise pas, parce que de temps en temps, tu as des trucs qui arrivent, tu te dis, mais comment c'est possible, en fait, tu vois, tu parles de la loi de l'attraction, tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais j'y ai pensé un quart de seconde, en fait. Tu vois, et ça fait beaucoup marrer l'équipe, parce que de temps en temps, ça en est grotesque, en fait, en se disant, mais c'est pas possible. Et puis, quand tu bosses avec des gens rationnels, c'est d'autant plus marrant. Mais voilà, ce savoir dans le juste chemin, tu le sens, en fait. Tu vois, à un moment donné, quand tu as
on va dire, quand tu as désincrusté probablement tout ce que ton système éducatif t'a dit, tout ce que tes parents t'ont dit, tout ce que tes potes t'ont raconté, tout ce que... Quand tu as enlevé un peu toutes ces couches, t'es un peu à poil, tu es bien vulnérable, il n'y a pas de problème. Par contre, finalement, tu pivotes dans le bon sens. J'aime beaucoup la façon dont tu l'exprimes. Alors, dis-moi, parce que, bon, on va se le dire, ce que tu as réussi à créer en si peu de temps aussi, alors, bon, c'est aussi le résultat de toute ta construction d'avant. Tu n'étais pas venu les mains vides à l'optimisme.com, mais c'est très impressionnant. Enfin, je veux dire, avoir plus d'1 million de lecteurs aujourd'hui, intervenir comme tu le fais pour de nombreuses entreprises, enfin, tes bouquins, tout ce que tu as fait, on te voit à la télé, à la radio, voilà. Comment tu as fait ? Allez, voilà. Comment t'as fait ? Dis-nous les secrets. Sincèrement, j'aimerais bien avoir une réponse rationnelle, mais en fait, je crois que comment j'ai fait, je me suis avant tout fait confiance, en fait. C'est-à-dire que, le nombre de personnes qui m'ont dit, mais l'optimisme, ma pauvre Catherine, tu sais. Et c'est marrant parce que tu vois, après 4 ans, j'ai des copains qui me disent mais moi il y a 5 ans j'aurais pas misé 1 centime dans ton idée, je trouvais ça complètement débile, tu vois, et il me dit maintenant je comprends en fait. Donc à toutes ceux qui écoutent et qui se, tu sais, t'as une sorte d'intuition qui te colle au corps et puis t'as personne autour de toi qui la comprend, te dire t'en fais pas à partir du moment où t'as mis un pied dedans, c'est trop tard, t'y vas, et surtout tu rencontres des gens qui commencent à comprendre ce que tu racontes, parce que je crois que dans une des clés, c'est la notion des rencontres, et finalement quand j'ai abandonné ma vie d'hier moi j'étais dans la caricature, hein, je vivais dans l'Upper East Side, je bossais sur la 5e avenue en face de l'Empire State Building, enfin tu vois, la caricature et d'un truc que j'avais jamais voulu, tu vois, que je l'avais vaguement imaginé un jour parce que je m'étais engueulée avec mon mec, la réalité elle est là en plus, tu vois, j'avais demandé à mon boss, tu m'enverrais pas aux US, bon, ok. Voilà comment, tu sais, les raisonnements un peu, quand tu parles de matérialisation de ce que tu penses, en fait, de temps en temps, ça te court-circuite, tu vois. Mais c'est abandonner tout ça en se disant, mais enfin, oui, c'est marrant, tu vois, sur le papier, c'est rigolo, mais bon, and then, tu vois. Finalement, ça m'a rendue plus vulnérable dès le démarrage, et je crois qu'une des forces qui a fait que le projet a marché, elle a été double. Le fait que venir du développement durable, pour le coup, on peut te qualifier de tout sauf d'utopiste et naïf, hein, faut quand même le dire. Et de deux, le fait de dire je sais pas ce que je fais, en disant en ne cherchant probablement pas à créer un projet positif. Moi, j'ai une telle soif de liberté que avoir des salariés, franchement, c'était pas du tout dans mon plan de départ. Hein. Faut quand même le dire. C'était pas dans mon plan de départ. Mais me dire en fait que j'allais expérimenter si j'étais capable de le faire. C'est-à-dire que mon enjeu, ça n'a pas été de créer l'optimisme, ça a été de me dire est-ce que je suis capable de créer un média qui parle d'informations positives et ou est-ce que les Français sont capables, ont envie de ça. Et finalement, si j'avais pas été capable, j'aurais dit bon les mecs, je suis pas capable, hein, tu vois. Enfin, tu vois. Mais si, et où les Français sont pas du tout prêts à ça, alors que culturellement aux US c'est beaucoup, c'est limite trop. Mais donc tu vois, je me suis mise aucune pression sur la concrétisation du projet, et même aujourd'hui, tu vois, on est en train d'enregistrer ça au mois de décembre 2020. Tu vois, je pense que plus instable il y a pas. Si j'essayais de me faire une perspective à 5 ans. Je suis bien incapable de te dire ce que je vais faire dans 5 ans, en l'occurrence. Mince, ça faisait partie de mes questions. Et tu vois, j'ai une de mes salariées qui m'a demandé en août dernier à quoi je pensais que la boîte allait ressembler 1 an plus tard. Et la seule chose que j'ai été capable de lui dire, donc c'était en 2019, c'est « je sais pas, mais je veux que ce soit dans la joie ». Et finalement, et je te garantis que l'année 2020, disons-le, elle est complexe, mais ça a quelque chose, comme tu disais, d'introspectif, de joyeux quand tu cultives la joie à l'intérieur, quand bien même nos vies soient bancales, et la réalité, c'est que les vies de tous sont bancales. Ouais. Donc peut-être cette notion de vulnérabilité à toucher en disant mais attendez, moi j'essaie juste je me pose des questions, on va se les poser ensemble, ça a probablement enlevé tout un aspect très égotique d'un sujet, ça a créé une notion de proximité et avec quelque chose, je crois, de particulier qui fait qu'il y a eu du succès autour, c'est que j'ai cassé la notion de B2B et de B2C.
On est dans une société, tu sais, comme tu le disais, tu vois, tu l'as dit très justement au démarrage. On met tout dans des cases, on silote tout. Et en fait, moi, je ne me suis pas adressée à des RH ou à des managers ou à des patrons. En fait, je me suis adressée à ceux qui se questionnaient sur la société et qui avaient envie d'y contribuer de façon positive. Tout d'un coup, j'ai des gens qui ont levé la main et ils s'appelaient patron de grands groupes ou elles s'appelaient N-99 de ce même groupe. Mais on a fédéré des gens, en fait, et en enlevant toutes ces histoires de casquettes. Et puis, on a dit, voilà, on parle d'optimisme. Si tu as envie d'en parler dans ton entreprise, tu nous fais appel. Et puis, mais ils ont fait appel à nous de temps en temps, 3 ans plus tard. Tu vois, il y a la notion de temps aussi qui, je pense, est non opposable, en fait. C'est vrai qu'après, à un moment donné, tu as l'impression d'avoir un CV liste à l'après-vert. Mais non, enfin, la réalité, c'est que le temps, en fait, on ne peut pas le court-circuiter. Et le lâcher prise. Lâcher prise, donc à bas le perfectionnisme, on teste, on voit et on apprend. Et on explique qu'on teste. C'est-à-dire que tu vois, nous, notre site, l'optimisme.com, là, il a été en chantier pendant 3 semaines quasiment. Il a été off pendant 3 semaines et il a plein de bugs aujourd'hui. Mais en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, oui, on est en train de le reconstruire pour le changer. Et oui, il va y avoir plein de bugs. Et alors, est-ce que tu... Donc là, nos internautes nous disent, j'ai pas réussi à m'inscrire à la newsletter. Est-ce que je m'en mets la rate au courbouillon ? Non, je l'envoie à mon webmaster en lui disant, tiens, ça, c'est pas revenu, tu vois. Et, lui, il est hyper stressé, mais je dis, mais non, c'est pas grave. Au contraire, enfin, on est imparfait, on est petit. Et la notion de se sentir aussi... de dire, ouais, moi, effectivement, j'ai une boîte, j'ai une vie, j'ai des salariés, j'ai des responsabilités, enfin, voilà, mais je suis que Catherine je suis hypersensible avec ses faiblesses, quoi. Et justement, l'hypersensibilité, ça m'intéresse parce que tu me dis depuis le début, voilà, j'avais plein d'intérêts en même temps, en parallèle de mes études. Ton parcours de vie, en tout cas, tout ce que tu as créé, montre à quel point tu es intéressée par beaucoup de choses. Tu viens de me dire que tu es hypersensible. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans ce que tu décris, qui nous écoutent. Comment on fait quand on est hypersensible ? Est-ce que tu es multipotentiel ou potentiel ? Voilà, j'imagine qu'on est tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors oui, je peux en parler. C'est pas mon sujet à la base. J'ai été détectée plutôt jeune en fait sur ce sujet. Et comme ça n'a jamais été une zone de souffrance, enfin, comme je ne l'ai jamais considéré comme une zone de souffrance, ça n'a pas été mon sujet jusqu'à à peu près il y a 3-4 ans où j'avais tellement de messages de gens qui m'en parlaient en me disant « Ah, ça se voit que vous êtes zèbre », que tout d'un coup, tu vois, c'est remonté en me disant « Non, mais c'est incroyable en fait » parce que vraiment, j'en parlais pas une seconde en l'occurrence. Vraiment, c'était pas mon sujet parce que c'était encore remettre les gens dans des cases et autres. Par contre, comment j'ai fait pour le dire, c'est que je l'ai dit aux autres. C'est-à-dire que j'ai dit à mes potes, je suis désolée, je fais les montagnes russes dans la vie. Oui, c'est pas marrant parce que quand je vais boire un coup, je peux finir en pleurant, mais de joie, de bonheur, de tristesse, de tout ça, de machin. En fait, tu sais même pas pourquoi tu pleures, mais ça sort en fait. Et c'est cette notion de dédramatiser en permanence tout. Quand je dis je suis que Catherine, une entreprise, on va dire, c'est pas hyper stable d'avoir une petite entreprise aujourd'hui, machin, enfin quand tu as des salariés et autres, le monde bouge, l'entreprise bouge, nous on est un peu secoués tous, de dire je ne suis que patronne d'une petite entreprise, tu vois, et oui, j'ai peut-être des clés, mais je ne suis que ça, en fait. Et c'est cette notion, alors, on va me dire que c'est peut-être de l'humilité pour aller contrebalancer, ce qui est très caractéristique chez des hauts potentiels, surtout visiblement chez des nanas, et je pense que ça, tu connais mieux que moi, c'est se reminimiser parce que ça peut effrayer, ne serait-ce que haut potentiel, mais c'est encore une caricature française, tu vois, tu vois, en anglais, on dit gifted, tu vois, c'est quand même pas, c'est pas la même chose. C'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil, il n'y a pas la notion qu'est-ce que c'est pénible à un moment donné d'être parfois dominé par ses émotions et autres. Maintenant, moi, j'ai dit à tout le monde, dans mon équipe, j'ai que des hypersensibles, mais vraiment plus. Donc, on sait que de temps en temps, il y a quelqu'un qui va passer à côté de la rue, ça va faire sortir des larmes à quelqu'un, et cette notion de non-jugement, en fait, elle est intéressante. Et puis,
C'est pour ça aussi, à un moment donné, les gens se disaient, mais pourquoi on t'attaque pas plus sur les réseaux? Parce que c'est vrai que de temps en temps, quand tu parles d'optimisme, je comprends, tu as des gens, ils ont juste envie de te déglinguer de baffe. Hein. On n'est pas optimiste tous les jours. Mais c'est parce que j'ai montré ma vulnérabilité dès le démarrage, en fait. Tu vois, je dis, ça me fait probablement plus de mal parce que je ne veux pas. Souvent, on dit que les femmes, pour réussir, elles se miment à ce que au comportement des hommes. Et moi, ça, je voulais pas. Tu vois, vraiment, je voulais montrer qu'on pouvait créer un business model différent déjà, basé sur une culture d'entreprise différente, et se dire qu'on est tous vulnérables, tu vois, et qu'on est tous imparfaits. Et je crois que le premier pas sur tout ce qui est hypersensibilité haute, c'est de dire, c'est bon, je suis imparfaite. Toi aussi, tu es imparfaite, c'est bon, on va papoter ensemble. Tu vois, c'est cette notion d'imperfection qui est parfois très difficile parce que c'est vrai que le HP a plusieurs problèmes, dont celui de très vite voir ses propres limites, tu vois, et de voir les qualités des autres et la sensibilité et l'esprit en arborescence. Enfin, c'est hyper complexe, en fait. Mais une fois que tu le dis, une fois que tu expliques les tenants, les aboutissants, tu fais la paix déjà avec toi-même et t'expliques aux autres pourquoi ça peut être pénible, en fait, tu vois. Ça peut être pénible ou ça peut être aussi génial pour les autres. Mais et tu vois, ça, c'est une vraie question parce que moi, dans mon entreprise, comme je recrute et comme celles qui doivent t'écouter aussi recrutent, je vois que tout le monde ne survit pas chez moi. En fait, c'est-à-dire que autant tu as des gens, mais tu sais que ça leur permet d'éclore de façon incroyable, autant je dois être la pire manager au monde parce que c'est pas dans ma non mais tu rigoles, mais c'est vrai, c'est pas dans ma composition de caractère, tu vois, de donner des normes, de faire des points. Il y a des gens qui sont hyper doués pour ça, tu sais, qui adorent faire des points. Alors moi, ça m'intéresse pas du tout. Envoie-moi sur un truc créativité. Là, pas de problème. Alors, faire des points normés, donner des cadres, alors que c'est quelque chose dont les gens ont besoin, tu vois, enfin, dont certaines personnalités ont besoin. Et ça, je suis incapable de le donner. Donc, c'est pour ça que finalement, poser ses propres limites en disant, bon, alors ça, clairement, je vais jamais être capable de le donner. Si notre mode d'organisation ne te convient pas, mieux vaut que tu t'en ailles. On va te trouver un autre job parce qu'on a un grand réseau, mais tu vas aller en périssant, en fait, tout simplement parce que nous, on ne saura pas changer, parce que dans mon équipe, on est aussi nombreux à être comme ça, en fait. Donc, mais c'est pas forcément bien non plus, en fait, tu vois. Alors du coup, ça m'intéresse. Tu dis avec beaucoup de franchise, t'avais pas prévu d'avoir des salariés. T'as une équipe. Bon, alors comment tu fais pour manager, leader cette équipe? Raconte-nous un peu. Alors, je pense que j'ai des gens très autonomes, hein, disons-le. J'ai un comptable. J'externalise, en fait. J'externalise là où je suis naze. Tu vois, je te parlais de mon problème avec les chiffres. Tu me mets devant un tableur Excel. Je le regarde dans le blanc des yeux pendant 5 heures. Tu vois, il n'y a rien que je déteste plus que perdre mon temps. Mais je suis nulle pour faire ça. J'ai probablement beaucoup de chance sur mes recrutements. Alors, la chance, je ne sais pas, hein, mais la bonne personne au bon endroit, au bon moment, qui fait qu'il y a une cohésion d'équipe. Disons, ce qui est quand même, on taffe, il y a du boulot, tu vois, il y a de la vraie besogne, en fait, derrière, mais de la besogne heureuse, parce que même les tâches débiles, enfin, je pense que tout le monde en a, des tâches débiles dans une entreprise, enfin... Oui, on peut pas s'en passer, hein. Non, mais ne serait-ce que scanner les notes de frais, tu vois, enfin... Mais quand tu sais que tu le fais pour que ton système comptable aille bien, tu scannes un peu plus joyeusement tes notes de frais pour les mettre dans un classeur Excel et faire 5 fautes par ligne. Donc peut-être, on va dire la notion de rencontre et d'avoir choisi des gens où je voyais bien qui à long terme, la capacité de grandir. Et pour le coup, je ne me suis pas plantée, quoi, tu vois. Même si certaines personnes sont sorties de l'entreprise et qui sont des potes aujourd'hui et avec qui je vais fêter le nouvel an, tu vois. Donc, c'est pas du tout... c'est juste que de temps en temps, faut trouver les gens avec qui ça colle. Mais c'est pas facile tous les jours non plus. Hein. Tu sais, quand tu parles d'optimisme et qu'au quotidien, on te remonte franchement, la misère du monde, on la voit, en fait. Alors, si je demandais à ton équipe quelle est ta plus grande qualité de leader, qu'est-ce qu'ils me diraient ?
Probablement ma capacité à pivoter. Je pense qu'il te dirait la même, comment ça s'appelle, le même défaut, la capacité à pivoter. Tu pivotes tous les jours. Ah, j'ai une idée, ça y est. C'est un peu ça, mais tu vois, heureusement que j'ai des gens dans mon équipe qui sont des constructeurs, tu sais, qui disent, attends, c'est bon. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas compris la première idée que tu es déjà à la 7e, tu vois. Donc, tu vois, de continuer à construire, parce que c'est vrai que moi, évidemment, dans cette caractéristique, il y a la capacité à s'ennuyer, en fait, qui est très forte, et que pendant mon système éducatif, j'avais des grandes passions à côté, je faisais des gros projets, machin. Et là, vu que j'ai un projet, je peux m'amuser à l'infini à l'intérieur de l'entreprise. Donc, mais parfois, pour les équipes, tu sais, t'as pas fini un projet. Mais le vrai sujet, c'est que quand on a 3 qui sont comme toi, on dit « Putain, trop bien, on y va », tu vois. Tu vois. Donc, on va dire que que ça peut être une énorme force, tu vois, surtout dans cette année, hein, typiquement. Heureusement, tu vois, finalement, mon business model qui est hyper particulier. Souvent, les gens comprennent pas notre business model, limite, ils savent même plus ce qu'on fait. Mais en fait, on a mis des piliers qui sont les bouquins, les machins. Finalement, notre enjeu, c'est toujours de transmettre. Donc, c'est de transmettre une vision de la société un peu meilleure, que ce soit le monde de l'entreprise avec l'optimisme.pro, de la société avec l'optimisme.com, les bouquins et autres. Puis au démarrage, tu sais, tout le monde te dit il faut avoir, tu sais, une cible, machin. Et à un moment donné, je me rappelle, elle papotait avec Olivier Bach, qui est le vice-président d'Avas, et je lui disais tu sais, moi, j'ai pas de marché. Pour moi, les optimistes, c'est tout le monde. Est-ce que tu crois qu'il faut que je me trouve, tu sais, comment ça s'appelle, le persona dont on parle, en se disant mon client, c'est ça, tu vois. Et puis je lui disais, mais et en plus, je venais du marketing, donc tu vois, c'était très perturbant. Et je me disais, tu te rends compte, moi, je mets dans une même salle un grand patron avec un office manager de la même boîte, alors qu'ils ont X N entre les deux, tu vois. Je trouvais ça bizarre, mais en fait, non, au contraire, c'est ça qui faisait la beauté de la chose, c'est de ne pas avoir normé tout ça. Par contre, j'ai envie de te dire que ton comptable peut défaillir au passage. Heureusement que j'ai pas d'investisseur, parce que les mecs, ils se diraient, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? mais c'est ça qui fait que c'est joyeux, en fait. Tu vois, c'est fatigant, c'est du boulot, hein, je veux dire, on a des gens qui globalement bossent, hein, enfin, depuis 3 ans, il y a eu de la besogne, mais tu vois, c'est seulement maintenant, plutôt en 2021, que le projet ressemblera à ce que j'avais dans la tête en 2015, en fait. Parce qu'il aura fallu 4 ans de construction, mais disons, enfin, le temps, on a une notion socio-culturelle du temps en France, tu sais, qui est très figée. On se dit qu'on ne va pas y arriver, parce que c'est comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain. Non, la réalité, c'est que non, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire en 4 ans. Par contre, on se dit que ça ira beaucoup plus vite. C'est ce biais d'optimisme, tous les auteurs. D'accord. Tu vois, tous les auteurs là, tu te dis que ça. Et puis finalement, au bout de 4 ans, tu te dis, ça y est, j'ai fini un truc de ma to-do de 2015. Non, mais vraiment, j'ai des trucs sur ma to-do qui datent de 2015. Et surtout, c'est frustrant en plus en permanence de te dire, mais je sais ce qu'il faut faire, mais tu n'as juste pas le temps. Donc, c'est pour ça, accepter la notion de vulnérabilité, je pense que c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne un jour en disant Catherine imparfaite, le reste du monde imparfait aussi. Ou alors tu te dis que tu es parfaite et tu te dis que tous les autres sont parfaits. Tu choisis le combat, mais ouais. Ok. Très bon conseil. Je pense que toutes nos auditrices ont entendu. C'est bien. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent. Et quel conseil tu pourrais leur donner pour plus de bien-être, justement, au travail ? Alors, il y en aurait plein. C'est vaste, mais si tu peux choisir une ou deux choses. C'est vaste. Ça va être affreux ce que je vais dire, mais de commencer par soi. C'est un truc que j'aurais jamais dit il y a 1 an. C'est un truc que j'aurais jamais dit il y a 5 ans. Enfin, voilà. C'est un peu le cordonnier mal chaussé qui le dit, parce que voilà, je suis plutôt... J'essaie de répondre à beaucoup de demandes et autres. Mais en fait, quand on se fait passer après les autres, on ne donne pas à notre juste valeur. C'est un peu comme si l'énergie, faut qu'on la regagne pour la redonner, en fait. On peut pas comment dire...
on peut pas donner bien si nous-mêmes on va pas, tu vois. Et c'est pour ça que toutes ces problématiques de burn-out où très vite on veut se relancer dans un projet pour le redonner du sens, tu vois. À un moment donné, il y a la phase qu'il faut prendre pour soi et partout et en tout lieu. Par exemple, moi, il m'arrive de couper complètement mon téléphone pendant 3 jours en me disant, bah oui, j'aurai des mails de retard. Et alors? Notre société qui est dans le temps rapide, limite, moi, on m'envoie un message le matin et le soir, on me dit, mais attends, vous ne m'avez pas répondu. Ouais, enfin, mec, ou nana, tu vois. Ouais, oui, enfin, il y a 25 ans, on envoyait des trucs par la poste et on attendait, c'était 5 jours d'envoi, le temps qu'on nous réponde, 5 jours de retour. Mais limite, enfin, tu sais, cette ère de l'hyper-rapidité qui ne laisse plus de temps au temps, et ben, on se laisse, enfin, le perfectionnisme veut que très vite, on se laisse absorber par, tu sais, cette notion de rapidité, on va répondre rapidement. C'est à un moment donné, moi, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que mes emails arrivaient de plus en plus, j'étais montée à 99 000 mails dans ma boîte mail, et puis je me disais, à un moment donné, je me suis dit, en fait, humainement parlant, on ne peut pas tout gérer, en fait. Et plus on va vouloir aller vite, plus on va se cramer de l'intérieur, et moins on va donner du temps à ce qui a de l'importance. Et ce qui a de l'importance, c'est les équipes avec qui on bosse, en fait. C'est la vie du quotidien, c'est les amis, c'est la famille, enfin, c'est les échanges qu'on peut avoir, tu vois, comme toi ou moi. Mais tu sais, ce conseil qu'on donne à plein d'entrepreneurs, tu fais des rendez-vous de 15 minutes. Non, mais vous êtes sérieux? C'est hors de question, tu vois. Moi, mes rendez-vous, en moyenne, dans mon agenda, c'est 1h30. Ah oui, tout le monde ne rentre pas dans l'agenda, du coup. Mais il n'y a pas de sélection. Non, mais tu vois, il n'y a pas de sélection. Mais par contre, les gens qu'on rencontre, on va les rencontrer vraiment. On leur aura, tu vois, ça va. Et ça fait la différence, en fait. Tu sais, c'est cette notion de quality time et pas tu vois, de quantité, en l'occurrence. On veut de la... Ah, moi, je préfère la qualité, mais c'est profondément antinomique. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dans mon équipe Alexia qui me dit il m'a mal parlé. Hors de question qu'on taffe avec. Il a mal parlé à quelqu'un de l'équipe en le prenant pour, enfin, hors de question qu'on t'a fait avec. Et peu importe le business derrière, c'est hors de question. Donc, tu vois, c'est faire ce genre de choix sur le temps, sur les gens avec qui on bosse. A priori, ça peut paraître un peu curieux, mais pour moi, c'est important. Oh, je te suis complètement. Je suis complètement d'accord. Effectivement, pour donner de l'énergie, on doit d'abord en avoir. Et donc, il faut bien trouver un moment pour se ressourcer et aller vers ce qui nous plaît aussi, aller vers ce qui a de l'importance pour soi. Et on ne se fait pas confiance souvent, pour aborder beaucoup cette thématique avec des HP ou enfin, des hauts potentiels, des multipotentiels, des hypersensibles, peu importe, on se dit qu'on ne va pas être compris, en fait. Mais la réalité, c'est que si. Mais en fait, on ne sera pas compris si on ne le dit pas. C'est perdu d'avance. Par contre, quand on commence à le dire en disant, bon alors attends, voilà, les tenants et les aboutissants, c'est ça. Sache que j'ai une pensée en arborescence, que du coup, je vais sauter des raisonnements, je vais te faire des parallèles, des métaphores que tu ne vas pas comprendre. N'hésite pas à me le dire. Et mieux vaut me mettre sur un poste de créativité, de leadership, tu vois, que un poste opérationnel où, et d'une, je vais m'éteindre, et deux, du coup, globalement, tu risques de me voir me barrer, il faut quand même le dire. Et de trois, je vais être moins bonne que les autres, en fait. Donc, tu vois, c'est aussi cette notion d'honnêteté intellectuelle. Alors peut-être de dire penser en arborescence pour pas faire peur, pour mettre du politiquement correct, du potentiel. Après, ça, c'est des techniques. Voilà. Mais c'est un vrai sujet, tu vois. Et c'est un sujet où on a l'impression que c'est une sorte d'élitisme. Enfin, laisse tomber. Moi, je le vois en tant qu'entrepreneuse. Sincèrement, parfois, je me dis, mais j'aimerais bien être beaucoup plus linéaire. Tu vois, ça m'éviterait d'avoir 50 onglets en permanence ouverts avec, OK, qu'est-ce que je fais? Bon, ça a l'air de plutôt bien marcher pour toi d'avoir 50 onglets ouverts. Donc, on ne voudrait pas te changer quand même. Ça fait ramer mon ordi. Bon, alors, il faudrait acheter un plus puissant, mais on trouve toujours des solutions. J'ai une question que j'aime bien poser quand on arrive vers la fin, mais c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je dirais que c'est mon ancien boss un jour. J'ai une culture du perfectionnisme et je ne sais pas trop pourquoi. Alors, je crois que ça doit être un truc assez classique. Quand j'ai fait 80% d'un truc, pour faire les 20% restants, ça me demande une quantité d'énergie
phénoménal et ça me saoule en fait. Et du coup, il y avait plein de mails que je commençais à écrire, tu vois, et que j'envoyais jamais en fait parce que je les trouvais pas parfaits. Et puis, c'est 20% du temps, ça me saoulait, mais littéralement de le faire. Et un jour, mon boss m'a dit, mon ancien boss m'a dit, bah, il vaut mieux un mail envoyé qu'un mail pas envoyé du tout. Ça paraît con comme phrase, tu vois. mais c'est quelque chose que j'ai tendance à toujours repousser en me disant, il faudrait que ce soit mieux. Et ça va avec le fait de faire la paix avec l'imperfection, en fait. Mais c'est vrai que mieux vaut un produit qui est en ligne à vendre que pas de produit du tout. Mieux vaut un mail qui soit parti que pas de mail du tout. Mieux vaut un appel qui soit un peu raté, un peu bancal, que pas d'appel du tout à quelqu'un de son équipe, en fait. Tu vois. Complètement. Et je sais pas, ça m'est toujours resté parce que ça, c'est une vraie épreuve, en fait, tu vois, de finir un machin que j'ai commencé à 80. Fait est mieux que parfait, en fait. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as un mantra? Est-ce que j'ai un mantra? Je crois que tout est possible. En fait, et je crois que tout est possible. Tout à l'heure, tu parlais de loi de l'attraction. Alors, je vais y revenir. Quand j'étais gamine, j'étais fan d'un groupe de musique. Tu sais ce que je racontais j'en parle pas mal dans mon deuxième livre parce que ça a été important. Donc, quand mes parents se disaient la pauvre geek, tu sais, derrière son ordinateur, la réalité, c'est que j'ai appris l'allemand, l'anglais, que j'ai voyagé, j'ai construit un site web. Enfin, tu vois, j'ai vraiment la fan d'un groupe de musique, quoi. Enfin, avec mon âge, voilà. Et un jour, je les ai rencontrés par hasard dans une église dans le sud de la France. Et là, je me suis dit, ils remplissaient plus grand que des stades de Johnny à l'époque, tu vois. Donc vraiment des hyper méga stars blindés de garde du corps, voilà, en Allemagne. Et je les ai rencontrés par hasard dans le sud de la France. Et en fait, c'est là que j'ai compris, en fait, ce jour-là. Donc je sais pas, je devais avoir, 20 ans peut-être. Parce que c'était à la fin, tu vois. Et puis à partir du moment où je les ai rencontrés, ils n'avaient plus aucun intérêt, tu vois. Je veux dire, aucun intérêt, quoi. Mais en fait ce dont je me suis rendu compte, c'est que de temps en temps, on construit, et la réponse, elle arrive d'une façon complètement inattendue. Et c'est ce que je dis d'ailleurs très souvent à mon équipe, c'est que de temps en temps, tu sais, tu as l'impression de mouliner. Tu mets en place des actions, mais des trucs, moi, j'ai des exemples très concrets, genre pour chercher une salle, à un moment donné, quand on était à Paris, en fait, quand on faisait des conférences, encore à une époque, il fallait qu'on trouve beaucoup de salles. Et puis, tu sais, de temps en temps, tu galérais à trouver la bonne salle, et puis tout d'un coup, tu avais quelqu'un qui rentrait dans le bureau, un inconnu, un voisin qui passe, qui rentre dans le bureau, et qui nous dit, je suis le propriétaire du théâtre en face. Et ce genre d'anecdote, on en a des centaines en fait. Et du coup, cette notion qui va dans le lâcher prise, dans cette notion de besogne qui est importante, parce que dans la loi de l'attraction, c'est pas seulement imaginer, c'est pas du tout ça. C'est agir pour, mais ne pas s'attendre à ce que le résultat vienne de ton action. De temps en temps, ça vient d'un truc complètement ubuesque. Et ça, j'ai bien compris en fait, tu vois. Et ça, du coup, maintenant, je dis, écoute, on fait et on voit comment on reçoit en retour, en fait. Mais sans s'attendre à avoir le cheminement, parce que le cheminement logique, en fait, n'existe pas. Je valide, mais à 100 000%, j'ai envie de te dire. Tellement d'accord. Ouais, tout est possible. Lâcher prise, tout est possible, ouais. Lâcher prise. Bon, tout est possible, tu sais que c'est mon mantra, c'est celui que je donne à mes clientes mais tout le temps en permanence. C'est juste, en fait. Tu peux pas trouver plus juste que ton mantra, en fait. C'est la réalité. La réalité, elle est là. C'est la réalité. Voilà. Mais en fait, le vrai souci, c'est que plus tu l'expérimentes, plus ça devient une réalité, en fait. Et t'as entre deux, cette phase de lâcher prise où tu te dis, quand même, c'est chelou, tu vois. Et puis... et moi, j'avais cet avantage de dire, attends, moi, j'ai fait de la physique quantique. En physique quantique, on t'explique ça. Du coup, tu sais, j'avais plugué un truc scientifique sur le machin. Et puis, et ensuite, c'est par l'expérience, en fait. La réalité, c'est que c'est là, c'est que c'est par l'expérience. Et puis, quand les choses n'arrivent pas, c'est probablement qu'on n'est pas sur la bonne cause, qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc, c'est aussi apprendre à pivoter quand on voit qu'un truc, tu sais, est bloquant ou des choses comme ça. Alors, ma dernière question... Tu sais, en tant que coach, j'adore poser des questions. Et mon métier, c'est vraiment de poser des questions puissantes aux personnes pour qu'elles, au lieu qu'elles pensent naturellement comme ce que leur cerveau reptilien voudrait, leur faire, c'est-à-dire aller voir le scénario du pire, moi, je les emmène vers le scénario du meilleur. Et il y a vraiment un truc que je pense, c'est que les leaders et les personnes qui réussissent à construire ce dont elles rêvent, c'est notamment parce qu'elles se posent des questions puissantes.
Est-ce qu'il y a des questions, une question que tu te poses et qui t'aide à avancer? Ah oui, il y en a une. Alors, il faut savoir, mais qui vient aussi d'une anecdote, en l'occurrence. Mon deuxième bouquin s'appelle Oser être soi, même au travail. Alors, je sais pas, alors, je me fracture des trucs de temps en temps. Enfin, bon, bref, ça, c'est un autre sujet. À mon avis, on pourra y repasser 1 heure dessus, mais on va pas aller dessus. Une fois, j'arrive chez mon kiné en lui disant ça y est, j'ai sorti mon deuxième bouquin, il s'appelle Oser être soi, même au travail. Et là, mon kiné qui me dit mais qui es-tu? Tu arrives à répondre à cette question? Et là, je me suis dit, oh merde! Et donc, je pense que ça, c'est la grande question, en fait. C'est pas tant qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, à quoi. Enfin, tu sais, c'est ce qu'on va chercher dans le why, le pourquoi, le machin, etc., qui sont des clés opérationnelles, on va dire, du parcours, mais qui suis-je? Et franchement, ça m'a perturbée, mais vraiment. Et puis, cette question, il me l'a posée il y a 6 mois. Tu réfléchis toujours? J'y réfléchis toujours parce que je sais même pas si en une vie on arrive à répondre à cette question déjà. Et c'est vrai que cette notion de qui on est, enfin pas seulement moi, est-ce que en quantique, tu sais, nous et les autres c'est la même chose, enfin même dans les textes spirituels, donc on se renvoie des bouts. Enfin non, allez, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que tous les gens que je crée ne sont que le fruit de mon imagination? Je te garantis que cette question, est-ce que je vis un parcours personnel et alors c'est très, ça peut paraître très égocentré que de se poser la question, mais pour le moment, elle est bien réelle. Est-ce que finalement, on n'est pas tous en train de vivre une grande expérience, tu sais, comme dans un scénario, comme dans un jeu, en fait, où on est censé grandir? Je te parlais de la question de qui suis-je, où on est censé grandir au fil des ans, en nous mettant des étapes et des épreuves. Et tous ces gens que je croise m'incitent en fait à grandir et me révèlent des clés, en fait, tu vois. Et un peu comme, tu sais, ces bouquins où vous êtes le héros de votre image. Mais qui peut répondre à cette question? Est-ce que les autres sont le fruit de notre imagination? Est-ce qu'ils sont bien réels? Parce que la question, c'est soit on vit tous en quantique, hein, c'est soit on vit tous dans un scénario différent, soit on se croise dans nos scénarios les uns les autres. Alors ça, c'est des vraies questions. Et j'ai rendu tout le monde schizophrène pour terminer. Ouais. Attends, je vais pas dormir. Je vais pas dormir cette nuit. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à me l'être posée. C'est ça qui un jour m'a rassurée. Tu vois, et puis personne peut y répondre en fait à cette question. Parce que si tu me réponds, non, regarde, tu es bien réel, oui, mais en même temps, c'est logique que si je t'invente, je vais te dire que. Bref, tu as beaucoup de gens en asile psychiatrique suite à cette question, je pense. Et, voilà. Bon, alors écoute, ça va donner du grain à moudre à nos auditrices, tout ça. Mais si c'est quelqu'un, un élément de réponse, hein, je suis preneuse. Catherine.testa@l'optimisme.com, j'attends vos réponses parce que la question me taraude. Mais ça va avec le qui suis-je aussi, donc c'est intéressant. Et alors, pour te poser quand même la question, où est-ce que tu seras dans 5 ans? Je crois que la réponse, elle sera la même. Elle sera, j'espère, dans un univers où j'expérimenterai tout le temps, en fait. Parce que la joie, pour moi, ça va avec l'expérimentation. Donc, dans un univers où j'expérimenterai, je commence à avoir des zones, tu vois, qui se dessinent en me disant, finalement, j'aime beaucoup le travail d'écriture. C'est probablement là où je me sens... j'adore, mais après, je crois que je suis un peu comme les artistes, tu sais, qui sont, comment ça s'appelle, qui te disent qu'ils ont besoin de la scène, mais après ils retournent en studio, puis ils ont besoin de la scène, tu vois. Moi, c'est un peu la même chose. J'ai besoin d'écriture, puis j'aime rencontrer les gens, mais j'ai besoin de ces deux phases, en fait, d'introversion. J'imagine qu'avec le parcours de vie aussi, il y en a une qui va prendre le dessus, je sais pas laquelle, mais j'espère dans la joie. Et je crois, par contre, en termes de factuel, on a, notre équipe a bougé à la campagne, en Normandie, avec beaucoup de télétravail. Et j'imagine beaucoup créer ou participer à un écolieu, en fait. Je crois beaucoup demain, à la vie, quand je te parle de trucs joyeux, tu sais, à la vie un peu joyeuse, communautaire, presque un peu, alors je te dirais pas affranchie de la société parce que c'est pas vrai, mais tu vois, avec une perméabilité un peu autre.
tu vois, un peu pied dans les tomates. C'est entre eux, ouais. Un truc un peu différent. J'aimerais bien, ça me plairait. Alors, est-ce que j'aimerais? Je sais pas, mais je trouverais que ça serait quelque chose à expérimenter. Tu sais, ces sortes de grandes colloques où tu as des gens différents, tu sais, des artistes, je sais pas comment. Si quelqu'un a un retour d'expérience sur un écolieu, je suis aussi preneuse. C'est génial, c'est génial. Donc une expérimentation dont tu nous partageras les fruits alors dans 5 ans. Mais je suis en train de faire du bricolage pour ça. Donc, tu vois, c'est génial. Voilà. Et c'est vrai qu'au dernier point, parce que je sais qu'on doit conclure, tu vois, quand j'étais à l'ADEME, donc j'ai bossé à l'ADEME, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et ben, je me rappelle à la fin de mon alors, c'est un apprentissage, donc à la fin de mon année d'apprentissage, moi, je consommais rien, tu vois, en termes de matériel, et j'avais piqué deux enveloppes à rabat. Tu vois, les enveloppes, enfin, un truc, tu sais, qui est en libre service, en me disant, j'en ai pas consommé de l'année, je vais en prendre 2 pour le jour où j'aurai une boîte. Alors qu'à l'époque, j'en avais... Non, mais vraiment, et comme quoi, de temps en temps, tu as quand même des sortes de fulgurances. Alors qu'à l'époque, j'avais aucune idée. Enfin, je sortais de la chimie et du développement durable, donc j'étais vraiment à des années-lumière de savoir que 15 ans après, enfin 14 ans après, j'en serais là. Mais comme quoi, de temps en temps, tu te rends compte de phrases qui t'ont percuté à un instant T, qui finalement, tu le savais en fait, même si ça a pumpé, tu vois, seulement quelques années plus tard. Et ben, c'est peut-être la même chose. Là, je suis en train de retaper une étable. Peut-être que finalement, inconsciemment, je le sais déjà. Je ne sais pas. Ouais. Génial. Merci Catherine, merci beaucoup pour tout ce partage. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci pour votre écoute jusqu'à la fin du podcast. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode, vous apprendre à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Pour bénéficier de tous mes derniers conseils de leadership et de développement personnel, inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode.